Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Entre 1949 et 1962, l'URSS a fait exploser un demi-millier d'engins nucléaires au Kazakhstan, sur un site situé près de la ville de Semipalatinsk. Ces essais ont été entrepris durant les années les plus sombres de la guerre froide, et ils ont laissé un nom célèbre entre tous, Andreï Sakharov. Le physicien, l'inventeur de la bombe à hydrogène, devait par la suite s'illustrer parmi les plus virulents opposants au régime communiste, mais avant ce repentir tardif, il fut d'abord l'artisan et le témoin de ces expériences infernales. Les hommes les ont oubliées, mais la Terre s'en souvient encore. Suivez-moi dans cet épisode en 2 parties. Je vous emmène aux confins du Kazakhstan et de la Mongolie, dans un périmètre ultra secret. Première partie, l'effrayant ministre Beria. La porte du laboratoire s'ouvre brusquement. Ninel Epatova tourne la tête, se lève, ajuste sa robe et retient sa respiration. Si elle reconnaît dans l'un des 2 hommes qui viennent d'entrer le visage débonnaire de Kourtchatov, c'est le directeur du centre de recherche atomique de Semipalatinsk, elle n'a vu celui qui l'accompagne qu'en photo dans les journaux. Son cœur bat la chamade. Ce petit homme au visage lisse, le nez chaussé de binocles scintillant à la lumière des néons, affiche un demi-sourire qui, depuis 20 ans, inspire la terreur à tous ceux qui le croisent. Ce jour-là, il porte un imperméable gris au col remonté derrière la nuque et il scrute les installations du laboratoire. Il n'a même pas adressé un salut aux ingénieurs qui se sont levés lorsqu'il est apparu. C'est Kourtchatov, de sa voix grasseillante, qui finit par rompre le silence. Lavrenti Pavlovitch nous fait l'honneur de visiter notre site pour se réjouir de l'avancée de l'idée numéro 1. Nous ferons tout pour rendre son séjour agréable et lui montrer l'ardeur avec laquelle travaillent nos ingénieurs pour la réalisation de notre grandiose projet. Ninel Epatova ne s'est pas trompée. C'est bien Lavrenti Pavlovitch Beria qui vient d'entrer. Beria, ministre de l'Intérieur, chef de cet organe qui ne s'appelle pas encore KGB, mais qui porte le nom effrayant en ces années d'après-guerre de NKVD. La nonchalance de Beria est connue de tous. Tout le monde sait en Russie que son petit sourire peut signifier pour celui auquel il s'adresse le poteau d'exécution ou 10 ans de déportation en Sibérie. Ninel Epatova a 25 ans. Elle est la plus jeune savante de l'Institut nucléaire installé à Semipalatinsk dans l'extrême est du Kazakhstan. D'ici 20 ans, elle deviendra une poétesse de renom et elle racontera dans ses mémoires cette entrevue terrifiante sur un ton à la fois songeur et solennel. Tous les chercheurs présents ce jour-là savent ce que signifie la visite de Beria. Il a été désigné par Staline comme directeur des recherches atomiques. Il a donc les pleins pouvoirs pour faire en sorte que la grande Union soviétique accède le plus vite possible au rang de première puissance nucléaire mondiale. Concrètement, échouer dans ce projet signifie la déportation et la mort pour les chercheurs affectés à ces travaux. Les pas de Beria résonnent entre les murs de l'installation, amplifiés par le silence. Il n'a encore autorisé personne à s'asseoir, il enlève ses lunettes, des cernes noires soulignent ses yeux rougis de fatigue. Juste avant de lui faire visiter l'institut de recherche, on lui a présenté sa chambre pourvue d'un simple lit métallique. Il y a eu alors un moment de panique parce qu'on n'avait pas trouvé de matelas pour le garnir. L'intendance tout entière se préparait à la déportation collective, mais il n'en fut rien. Beria se contenta de s'étendre pour éprouver la solidité des ressorts avant de lâcher cette phrase « Le travail, rien que le travail. Je suis là pour le travail. » Des décennies après cet épisode, les témoins n'en revenaient toujours pas. « Où est cet homme qu'on nous a décrit comme un monstre ?» disait-il. « On ne lui a même pas donné de lit décent et il n'a déporté personne. »
Certains racontaient même qu'au moment de lui proposer enfin un matelas, Beria avait répondu « J'en ai rien à foutre ». Nous sommes de retour dans le laboratoire du Centre de recherche atomique de Semipalatinsk. La chaleur étouffante contraste avec le froid extérieur. Imaginez, en cette fin de mois de février 1949, le thermomètre est descendu à moins 55. Depuis la fin de la Grande Guerre patriotique, l'appareil soviétique tente de maintenir l'effort de guerre au-delà du conflit. Le peuple russe a prouvé qu'il pouvait se lever comme un seul homme contre l'ennemi fasciste et en triompher. Il n'y a donc aucune raison, le conflit terminé et la victoire acquise, de l'inviter à se prendre du repos. L'ennemi a simplement changé de nom. De nazisme, il s'appelait désormais démocratie dégénérée. Depuis 1939, les espions soviétiques ont rapporté d'Occident des résultats de recherche stupéfiants. Cela concerne plus précisément les possibilités d'utilisation de la fission nucléaire pour créer des armes capables d'anéantir des pays entiers. Staline attendait fébrilement que les États-Unis apportent des preuves tangibles de ce qui n'était pour l'heure qu'une belle promesse. L'heure de vérité sonne enfin le 6 août 1945. Ce jour-là, les États-Unis lâchent la première bombe atomique de l'histoire sur la ville d'Hiroshima. Une semaine plus tard, Staline réunit un conseil d'urgence et donne l'ordre de produire, dans les plus brefs délais, une arme plus puissante que celle de l'ennemi. Dès le mois de septembre 1945, les chercheurs soviétiques les plus fidèles sont avertis qu'ils doivent se rendre disponibles pour un nouveau projet ultra secret. Ninel Epatova, comme des dizaines d'autres savants, est sommé d'accepter cette mission qui lui est confiée. Les inspecteurs du NKVD viennent d'ailleurs les chercher, un par un, à leur domicile. L'endroit où on va les emmener, lui, est tenu secret. Les scientifiques font le voyage avec leur famille pour une destination connue des seules autorités. Interdiction leur est faite de communiquer avec qui que ce soit. Ils sont seulement autorisés à dire à ceux de leurs proches qui restent sur place qu'ils partent en mission pour une durée indéterminée. En réalité, ils ignorent qu'ils s'en vont pour 10 ans, à près de 9000 kilomètres de chez eux, aux confins du Kazakhstan et de la Mongolie. Ce site ultra-secret est un territoire grand comme 2 fois l'Île-de-France, situé à 150 km du fleuve Irtych, au cœur de l'Asie centrale. Les autorités soviétiques ont délimité un périmètre de steppe considéré comme désert, auquel ils ont donné le nom de polygone de Semipalatinsk. Le long du fleuve, une ville a été créée pour héberger les chercheurs affectés aux recherches nucléaires. À quelques pas des habitations, il y a un bâtiment immense, austère, opaque, que l'on appelle l'installation. Il y a ici des centaines d'ingénieurs, des militaires, des civils. Pour fournir de la main-d'œuvre, Staline dispose d'un contingent maison, les déportés au goulag. En ces années d'après-guerre, ça représente des millions d'individus. Pour vous donner une idée, en février 1944, celui que la presse surnomme le meilleur ami des déportés a exilé la totalité du peuple tchétchène au Kazakhstan. Une opération qui confine au génie logistique. 650 000 personnes jetées dans 700 wagons en moins de 24 heures et emmenées à 4000 kilomètres de chez elles. Parmi les déportés qui sont ainsi envoyés pour prêter main forte aux chercheurs, il y a donc des Tchétchènes, des Ingouches, mais aussi des Allemands, des Coréens, des Grecs, des Italiens et, le croirait-on, quelques Anglais, échoués ici on ne sait comment. L'objectif pour le groupe de savants convoqué par Staline tient en une phrase « Mettre au point une bombe plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima. Et pour cela, il faut approfondir les connaissances relatives à la fission nucléaire en trouvant d'autres méthodes que celles volées par les espions soviétiques aux États-Unis. » Parmi les jeunes scientifiques réquisitionnés pour participer aux recherches, nous avons déjà fait la connaissance de Ninel Epatova. Il est temps de vous présenter un futur prix Nobel, présent lui aussi sur place, Andreï Sakharov. En 1949, il a 28 ans
Comme ses collègues, il a été averti du caractère top secret de la mission. Dans les derniers jours de juin, une voiture militaire s'arrêta devant notre datcha et un officier, tiré à 4 épingles, en sortit. Il m'invita à le suivre immédiatement chez Vannikov. Il me dit que nous devions partir immédiatement. « Allez à X », me dit-il. Il me donne l'adresse. « On vous y expliquera tout. » Je trouvais à l'adresse indiquée une pancarte annonçant un entrepôt de fruits et légumes. Je descendis dans un local situé en contrebas de la rue. Je passais devant des hommes qui ressemblaient à des magasiniers. Il y en avait un en train de sommeiller, 2 autres jouaient au domino. Dans la pièce suivante, il y avait un homme pâle et nerveux derrière un bureau. Quand il apprit que je devais me rendre chez Cariton et que je n'y avais jamais été auparavant, il me délivra un laissez-passer et m'expliqua quel train et quel wagon je devais emprunter. J'arrivais le soir à la gare et montais dans le wagon que l'on m'avait indiqué, après avoir franchi le cordon d'hommes en civil et en uniforme qui l'encerclaient. Je ne dormis pas de la nuit. On manquait d'air dans le compartiment. Au terminus, nous montâmes dans les voitures qui nous attendaient et partîmes à une vitesse folle pour l'installation. Dans la lumière pâle de l'aube, je voyais les isbas à moitié en ruine, aux toits de planches pourries ou de vieilles pailles, des guenilles pendues à des cordes, le bétail du kolkhoz, sale et maigre encore, malgré la bonne saison. La voiture de tête écrasa une poule qui traversait la route. Soudain, la voiture freina brutalement. Devant nous s'étendait la zone, 2 rangées de barbelés séparés par une bande de terre labourée. Nos chers barbelés, comme nous disions par la suite quand nous arrivions en vue des frontières de l'installation. À l'époque de son arrivée au Kazakhstan, Sakharov est encore un anonyme, mais il est intelligent, prometteur et consciencieux. Sa formation le dédiait initialement au traitement des alliages métalliques. Durant la guerre, il s'est fait apprécier pour son ardeur au travail. Au plus fort de l'offensive allemande, il a été délégué au calibrage des douilles de balles de mitrailleuses. Pas grand-chose à voir avec la fission nucléaire, mais il a attiré l'attention des autorités en inventant un petit appareil capable de vérifier le calibrage des fameuses douilles beaucoup plus rapidement qu'auparavant. En réalité, pendant ses études, Sakharov a eu la chance de recevoir l'enseignement du physicien le plus célèbre du moment, un dénommé Tamm. Dès lors, son esprit a pu se former au développement des idées les plus extravagantes, avec cette certitude qu'elles avaient forcément une application concrète dans la vie de tous les jours. Sakharov se souvient par exemple de ce jour où Tamm a fait irruption dans la salle de cours en agitant entre le pouce et le majeur une éprouvette remplie d'eau. À ce moment-là, il a démontré à ses élèves sidérés comment développer les systèmes de radar sous-marin. Parce que la simple observation du comportement des bulles d'air agitées dans un flacon rendait compte du comportement des ondes radio dans un océan agité par la tempête. Sakharov, qui était d'un naturel rêveur, se dirigea dès lors vers la physique nucléaire, la plus propice selon lui aux idées abstraites et à l'édification des projets les plus fous. Sakharov n'a donc pas 30 ans quand les autorités, séduites par le profil de ce jeune homme inventif et industrieux, décident de mettre son intelligence au pressoir du grand projet qui taraude Staline. Il est désormais temps de mettre au point une arme de destruction massive nouvelle qui sera la propriété exclusive de la Grande Union soviétique. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré à Sakharov et la bombe atomique. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. À très vite. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire.
je vous propose de poursuivre notre périple aux confins du Kazakhstan et de la Mongolie sur le site ultra secret situé près de la ville de Semipalatinsk. C'est ici, entre 1949 et 1962, que l'URSS a fait exploser un demi-millier d'engins nucléaires, avec parmi les ingénieurs mobilisés à la demande de Staline, un certain Sakharov. Je vous raconte la suite de son histoire dans cet épisode. Seconde partie, tout allait parfaitement. Pour Andreï Sakharov, son arrivée avant l'âge de 30 ans dans ce qu'on appelle l'installation, c'est-à-dire le cœur du site de recherche nucléaire créé par le régime soviétique après la Seconde Guerre mondiale, est plus qu'une promotion, c'est un changement de vie radical. En effet, jusqu'à sa thèse de docteur en physique soutenue en 1947, Sakharov a vécu comme presque tous les Russes dans des conditions qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Durant la guerre, il a travaillé nuit et jour à l'usine de production de munitions. Alors qu'il est déjà aspirant au doctorat, on n'a pas pu lui attribuer de logement. Il est donc contraint de dormir dans le couloir de l'université avec sa toute jeune femme. Et les allées et venues des étudiants ne sont pas le pire désagrément. Privés de chauffage, les bâtiments sont en hiver à la température de l'extérieur. Et la nuit, passé 2 heures du matin, Sakharov et sa compagne se couchent sur 10 cm de glace. Mais le jeune homme est de ces natures qui, lorsqu'elles ont une idée, la portent à son terme, quelles que soient les conditions. Durant les heures qui lui sont données pour se reposer, son esprit continue de produire formule sur formule, et lorsqu'il s'assoupit enfin pour 3 petites heures, il se réveille avec la solution du problème. Pour faire sa thèse cette fois, Sakharov a reçu l'autorisation de loger à l'extérieur de l'université. Il a amené sa femme chez sa mère. Ce n'était pas une très bonne idée. Pour une fois, la formule imaginée par notre génie en herbe fait long feu, car les 2 femmes se haïssent dès la première heure du premier jour. Sakharov est affligé par cette ambiance exécrable, mais il n'en continue pas moins de résoudre ses problèmes de physique envers et contre tout. Arrivé au Kazakhstan, au sein donc de la très secrète installation, Sakharov retrouve quelques-uns de ses anciens compagnons de guerre et une partie de ses anciens maîtres. Tous les matins, il voit aussi passer sous sa fenêtre la colonne des déportés qui s'avance vers l'usine de traitement des matières fissibles, escortée par des soldats en armes et une meute de bergers allemands. À l'époque, il ne s'en émeut pas plus que ses collègues. Ce genre de voisinage est le lot des Russes depuis des décennies. Et puis, sont-ils vraiment moins libres que les scientifiques de l'installation ? La vie des libres était bien sûr très différente de celle des détenus. Mais parmi les libres, les conditions de vie des gens de l'installation étaient bien meilleures que celles des gens de la ville, c'est-à-dire des gens de la ville à côté de laquelle avait été construite l'installation. Mais la vie des libres, elle aussi, est soumise à règlement. Personne dans l'installation ne pouvait partir en congé, rendre visite à ses proches, même s'ils étaient gravement malades ou mourants, se rendre à un enterrement, aller en mission, sans l'autorisation de la section du règlement. Les jeunes chercheurs de l'installation n'avaient pas le droit de quitter les lieux la première année de leur service. Alors, faute de liberté, les liens se resserrent entre les anciens camarades. Sakharov, qui semble toujours dans la lune, devient celui qui peut résoudre les problèmes les plus complexes. Tous se souviennent de ce jour où il fallait impérativement trouver une solution pour protéger les carlingues d'avion. En effet, elles étaient exposées à la radioactivité des engins qu'on faisait exploser dans l'atmosphère. La pression ce jour-là était énorme. Le jour de l'essai programmé était déjà déterminé, il ne pouvait être changé. Sakharov, comme à son habitude, s'endort avec une vague idée en tête. L'avant-veille de l'essai, il se réveille vers 5 heures, file à la douche collective. Et c'est dans la file d'attente, en slip, qu'il note à la hâte sur un papier arraché au tableau de la semaine la formule chimique de l'enduit capable de protéger l'avion des rayons nocifs. À l'installation, il a malgré tout reçu plusieurs fois des avertissements.
On se méfie de son côté humain, trop humain, car Sakharov s'inquiète des répercussions écologiques des explosions nucléaires. Il redoute aussi leur impact sur les individus. Et il n'est pas le seul. L'un de ses collègues lui révélera par la suite qu'il ne pouvait penser à un échantillon de matière fissible sans penser au groupe humain qu'il allait détruire. Sakharov est finalement sommé de mettre de côté cette sensiblerie nuisible pour l'édification du marxisme-léninisme. Et il consent à se taire. Il est tout de même curieux de voir ce que donnera l'essai de cette nouvelle bombe dont il est l'inventeur et qui utilise pour la première fois la fission de l'hydrogène. Nous sommes alors en 1953. Il est prisonnier de l'installation depuis 4 ans déjà. Sur l'étendue du polygone de Semipalatinsk, on a disposé un certain nombre d'éléments pour mesurer l'impact des explosions. Au centre, il y a une tour qui signale la présence de la bombe. Autour d'elle, selon des cercles concentriques, ont été construites des maisons d'habitation éloignées à 1 kilomètre. Puis, 500 mètres plus loin, des tanks, puis encore au-delà, des avions. Et enfin, attachés à des piquets, des animaux vivants, des chiens, des moutons, des chevaux, des chèvres et des poules. L'ensemble du dispositif est filmé par plusieurs caméras. Parmi les centaines de chercheurs qui participent à l'expérience, quelques rares âmes délicates se sont demandé s'il ne se trouvait vraiment personne sur la zone d'essai. Mais si l'on en parle, c'est toujours à mots couverts. Il ne faut surtout pas contrarier la marche du plan décidé en haut lieu. Chaque erreur commise peut signifier la déportation ou la mort. Quelques mois auparavant, un incident avait semé la panique dans les rangs. Une nouvelle usine avait été construite pour fournir un matériau indispensable à la confection de la bombe. Or, par souci d'économie, le responsable de ce secteur, un nommé Pavlov, avait tenu à faire fonctionner l'ancienne usine. Malheureusement, une panne avait retardé la production du précieux composant. Le responsable fut convoqué chez le redouté camarade Beria. Ce jour-là, Sakharov était à ses côtés. Sans doute Beria avait-il eu ses propres informations. Il se leva et dit en substance ceci. « Nous autres, bolcheviks, quand nous voulons faire quelque chose, nous fermons les yeux sur tout le reste. » En disant cela, Beria cligna des yeux et son visage en devint encore plus effrayant. « Pavlov, vous avez perdu votre mordant de bolcheviks. Pour l'heure, nous ne vous châtierons pas, car nous espérons que vous corrigerez votre erreur. Mais sachez bien que nous avons beaucoup de place dans nos prisons. » Devant de tels arguments, il était clair que les questions d'ordre déontologique touchant à l'expérience nucléaire étaient éludées d'emblée. Sakharov, comme les autres, consacra donc tous ses efforts à l'achèvement de la bombe. L'explosion était prévue pour le mois d'août 1953. Au mois de juillet 1953, l'engin est enfin terminé. Sakharov se rend à bord d'un petit avion sur le polygone où va avoir lieu l'essai. Il s'émeut d'abord de la beauté de la steppe kazakh. Il observe les troupeaux de brebis et les vols de canards au-dessus des étangs. Mais il apprend très vite qu'un problème sérieux vient de surgir. Il a été décidé en haut lieu que l'explosion ne se ferait pas dans les airs, mais sur terre, depuis la tour prévue pour cette option. À quelques jours de l'essai, un chercheur du nom de Gavrilov a mis les pieds dans le plat. Il est venu rappeler qu'une explosion terrestre entraîne immanquablement des traînées radioactives mortelles, bien au-delà du périmètre de sécurité prévu par les autorités. En haut lieu, on ironise. Tout allait parfaitement et voilà, Gavrilov arrive et tout va de travers. Alors dans l'urgence, on compose une équipe de recherche. Sa mission, c'est de définir avec précision les risques pour les populations situées hors du polygone. On est à quelques jours de l'essai. On travaille nuit et jour, c'est la panique. Et la conclusion est sans appel. Nous évaluâmes la distance à l'intérieur de laquelle on pourrait atteindre une dose globale de rayonnement radioactif à la limite de 200 Röntgens. Nous partions du fait qu'une dose de 100 Röntgens peut causer des lésions sérieuses chez les enfants et les personnes faibles, tandis que 600 Röntgens causeraient la mort d'adultes en bonne santé dans 50% des cas.
Les populations qui habitaient dans le secteur touché par les vents, en deçà de la limite de 200 Röntgens, devaient impérativement être évacuées. Concrètement, cela représentait des dizaines de milliers de personnes. Précisons que les Röntgens constituent l'unité de mesure d'exposition aux radiations. Alors les responsables sont évidemment immédiatement avertis du risque, mais il reste un pas vide. Évacuer des dizaines de milliers de gens comme ça, rendez-vous compte du traumatisme pour eux. Les malades, les enfants, les vieillards seraient soumis à un stress fatal, il y aurait à coup sûr des victimes. Rendez-vous compte du caractère affreusement pénible d'une telle épreuve. Non, il vaut mieux les laisser là, et advienne que pourra. En réalité, quelques morts ne représentent rien, comparé à une expérience si importante pour la défense du pays. Sakharov confie quand même sa stupeur à un ami, qui lui répond « T'en fais pas, tout ira bien. Il y aura une solution heureuse et nous n'aurons plus à nous inquiéter pour les petits Kazakhs. Nous les oublierons. » Malgré tout, sous la pression des chercheurs, les autorités finissent par accepter d'évacuer une colonne de camions de l'armée par chercher ceux qui se trouvaient d'êtres humains sur les abords du site, hommes, femmes, enfants, tous sont sommés de monter dans les véhicules. Puis, malgré la nuit, on les débarque 80 kilomètres plus loin, en donnant à chacun un pain et une bouteille de vodka, cadeau de la très généreuse mère patrie. Le jour J arrive enfin. Sakharov, quelques autres jeunes scientifiques et les responsables de l'expérience, dont le célèbre Igor Tamm, le fameux professeur de Sakharov, sont amenés au poste d'observation situé à 35 km du lieu d'explosion. On échange des blagues salaces afin d'essayer de détendre l'atmosphère. Conformément aux instructions, nous nous couchâmes à plat ventre, par terre, le visage tourné vers l'explosion. Une attente pénible commença. À côté de nous, un haut-parleur diffusait des ordres. Il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 5, 4, 3, 2, 1. En cet instant, il y eut un éclair au-dessus de l'horizon, puis une boule blanche apparut et s'étendit très rapidement. Sa lueur envahit l'horizon tout entier. J'arrachai mes lunettes de protection et bien que je fusse aveuglé par le brusque changement entre l'obscurité et la lumière, j'eus le temps d'apercevoir un immense nuage grandissant sous lequel se répandait une poussière pourpre. Puis le nuage devint gris, s'éleva rapidement du sol, se déploya avec des flamboiements orangés. À cet instant, nous fûmes atteints par l'onde de choc, un ébranlement assourdissant dans les oreilles et une secousse dans le corps tout entier, puis un grondement prolongé et sinistre. Quelques minutes après, le nuage devint bleu sombre, maléfique, et finit par occuper la moitié de l'horizon. Au bout d'une demi-heure, il disparut. L'expérience a réussi, on s'embrasse, on se congratule, le régime soviétique a désormais sa bombe. Les responsables du projet proposent à Sakharov de les accompagner sur le point de l'explosion. Ils enfilent des combinaisons spéciales et ils avancent petit à petit en camionnette parmi les matériels témoins disposés sur le site. Les maisons ont été soufflées, les tanks et les avions sont déchiquetés. Soudain, les voitures freinèrent brutalement près d'un aigle dont les ailes avaient été brûlées. Il tentait de s'envoler, mais en vain. Ses yeux étaient troubles, peut-être était-il devenu aveugle. L'un des officiers descendit de voiture et l'acheva d'un coup de botte. Les autres animaux sont récupérés, on répertorie les lésions produites par l'explosion, la plupart sont encore vivants, quoique atrocement mutilés. Les yeux des chevaux ont éclaté, des chiens se traînent avec leurs pattes avant, les reins brisés. Cette expérience va apporter une notoriété définitive à Sakharov en donnant à l'Union soviétique l'arme la plus redoutable jamais construite par l'homme. Jusqu'en 1962, un demi-millier d'essais ont été entrepris par l'URSS, faisant du Kazakhstan la région la plus radioactive du monde.
Plus tard, Sakharov, revenu de ses premiers émois de scientifique, confessa dans ses mémoires s'être montré, comme tous les scientifiques, un peu tête en l'air. Il affirma que les essais nucléaires soviétiques avaient indirectement coûté la vie à 160 000 personnes au Kazakhstan. Mais c'était sans compter les anomalies génétiques qui affectent les enfants. Inexorablement, chaque génération apportant son lot d'anomalies, parfois fatales, à la vie des embryons. Le polygone de Semipalatinsk est aujourd'hui une zone protégée. Sur le squelette de l'ancienne tour où l'on fit exploser des machines infernales, un artiste a peint une réplique du cri de Munch. Aux alentours, la végétation a repris, presque luxuriante. Des pêcheurs jettent leurs lignes dans les étangs voisins. Mais qu'en est-il de cette terre qui, sous leurs pieds, a accumulé près de 2000 fois les radiations tombées sur Hiroshima? Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation a été coordonnée par Victor Nolo. Et si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, la bibliographie de cet épisode vous attend comme toujours sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Redoutable jamais construite par l'homme. Jusqu'en 1962, un demi-millier d'essais ont été entrepris par l'URSS, faisant du Kazakhstan la région la plus radioactive du monde. Plus tard, Sakharov, revenu de ses premiers émois de scientifique, confessa dans ses mémoires s'être montré, comme tous les scientifiques, un peu tête en l'air. Il affirma que les essais nucléaires soviétiques avaient indirectement coûté la vie à 160 000 personnes au Kazakhstan. Mais c'était sans compter les anomalies génétiques qui affectent les enfants. Inexorablement, chaque génération apportant son lot d'anomalies, parfois fatales, à la vie des embryons. Le polygone de Semipalatinsk est aujourd'hui une zone protégée. Sur le squelette de l'ancienne tour où l'on fit exploser des machines infernales, un artiste a peint une réplique du cri de Munch. Aux alentours, la végétation a repris, presque luxuriante. Des pêcheurs jettent leurs lignes dans les étangs voisins. Mais qu'en est-il de cette terre qui, sous leurs pieds, a accumulé près de 2000 fois les radiations tombées sur Hiroshima? Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation a été coordonnée par Victor Nolo. Et si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, la bibliographie de cet épisode vous attend comme toujours sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.